Imaginez avoir 15 ans. Le poids de la soie sombre retombe sur vos épaules, trop lourde pour un âge qui n'a pas encore appris à distinguer la promesse de la menace. On vous a dit que c'était un jour de fête, que les couloirs du palais menaient à une destinée honorable. Pourtant, chaque pas résonne comme un avertissement muet. Et quand les portes se referment derrière vous, vous comprenez qu'elles ne se sont pas fermées pour vous protéger, mais pour vous surveiller. L'air à l'intérieur de la chambre est différent. Il n'y a ni rire, ni musique. Les femmes qui vous entourent ne sont ni invitées, ni parentes. Ce sont des observatrices, des instructrices, des témoins silencieux de quelque chose qui ne doit pas être nommé. Dans un coin, un médecin de la cour attend avec le calme de celui qui n'espère sauver personne, mais seulement enregistrer. Tout est disposé, comme s'il s'agissait d'un ancien rituel, répété tant de fois qu'il n'a plus besoin d'explication. On vous a dit que c'était la tradition. On n'a jamais mentionné que chaque geste, chaque respiration serait enregistré et évalué. Soudain, vous comprenez pourquoi les mois précédents ont été remplis de silence imposé. Pourquoi votre mère, ce matin-là, a mis tant de temps à vous coiffer. Ses mains tremblaient à peine, et elle a évité de vous regarder dans les yeux. Non par froideur, mais parce que vous regardez, aurait brisé le dernier mur qui lui permettait de tenir debout. Cela n'a rien à voir avec l'affection, ni même avec le devoir compris comme un honneur. Cela a à voir avec l'obéissance, avec la certitude que le corps d'une fille peut devenir une clause politique sans laisser de traces. Pendant plus de 6 siècles, l'Empire ottoman a construit un système si précis et si implacable que même ses ennemis les plus féroces auraient hésité à l'imposer à leurs propres enfants. Un système dont on ne parlait qu'à voix basse et qui, avec le temps, fut recouvert de couches d'oubli. Nous sommes en l'an 1623. Une princesse de 15 ans est sur le point de découvrir que le mariage impérial a 2 visages. Le public, éclatant et bruyant, rempli d'or, de musique et de bénédictions. Et le privé, scellé derrière d'épais murs, documenté froidement et rappelé uniquement par ceux qui en ont été marqués à jamais. Ce qui est sur le point de se produire n'est pas une tragédie intime. C'est le coût caché du pouvoir, un prix que chaque fille de sultan devait payer sans protestation. Quand l'histoire arrivera au point qui vous met le plus mal à l'aise, arrêtez-vous un instant et rappelez-vous que personne ne devrait en être témoin seul. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'appartient pas seulement au passé. C'est un écho de la façon dont les structures absolutes transforment les personnes en instruments et appellent ce processus ordre. Pour le comprendre, nous devons revenir au cœur de l'Empire, à une entité qui s'étendait comme un océan sans rive, dominant 3 continents, décidant du destin de peuples entiers. Après la chute de Constantinople, Istanbul est devenu le centre palpitant de ce monde, et le palais de Topkapi, son symbole le plus resplendissant. Là, entre des murs dorés, le destin des nations se décidait. Et dans l'ombre, aussi celui des âmes. Pendant plus de 6 siècles, de 1299 à 1922, l'Empire ottoman s'est étendu comme une marée constante, sans frontières claires, portant son autorité des murailles de l'Europe jusqu'aux déserts les plus lointains. Aux yeux du monde, c'était une structure invincible, soutenue par des armées disciplinées, des lois minutieuses et une foi qui semblait tout unifier. Mais le véritable centre de ce pouvoir ne se trouvait pas seulement sur les champs de bataille, ni dans les traités signés d'une encre solennelle. Il se trouvait dans les espaces clos, dans les couloirs silencieux où les décisions ne laissaient aucune trace visible. Après la transformation de Constantinople en Istanbul, le palais de Topkapi s'est élevé comme le cœur battant de l'Empire. De l'extérieur, ses dômes et ses jardins évoquaient l'harmonie et la grandeur. De l'intérieur, c'était un labyrinthe soigneusement conçu pour séparer, surveiller et ordonner chaque vie selon son utilité. Rien là n'était le fruit du hasard. Chaque porte, chaque fenêtre grillagée, chaque changement de lumière marquait une frontière invisible entre ceux qui observaient et ceux qui étaient observés. Dans ce monde a émergé un espace encore plus hermétique, le harem impérial. Ce n'était pas simplement une résidence féminine, comme on l'a simplifié pendant des siècles. C'était une institution politique, un univers scellé où plus de 800 femmes pouvaient coexister à son apogée. Là, chaque respiration était enregistrée, chaque geste interprété.
l'ascension et la chute pouvaient dépendre d'un silence mal mesuré ou d'un regard soutenu un instant de trop. Avec le temps, le harem a cessé d'être seulement un domaine domestique pour devenir une scène d'alliances, d'ambition et de conflits silencieux. Surtout à partir du XVIe siècle, lorsque certaines femmes ont acquis une influence sans précédent, guidant les décisions d'État depuis derrière des voiles et des protocoles. Elles gouvernaient sans trône visible, mais leur empreinte était réelle. Cependant, ce pouvoir ne se distribuait pas de manière uniforme. Tandis que certaines figures parvenaient à modeler le destin de l'Empire, d'autres restaient piégées dans un paradoxe cruel. Les concubines, beaucoup d'entre elles capturées loin de leur terre natale ou achetées sur des marchés lointains, étaient dépouillées de leur passé, mais conservaient une possibilité minimale d'ascension. Elles pouvaient, dans des circonstances exceptionnelles, gagner influence, sécurité et même liberté. En revanche, les filles nées au sommet absolu du pouvoir n'avaient pas cette option. Le sang impérial, loin de les protéger, devenait une forme d'enfermement. Les princesses n'étaient pas vues comme des individus dotés de leur propre volonté. Elles étaient des garanties vivantes, des clauses humaines dans des accords politiques. Leur destin était lié à la stabilité de l'Empire, non à leur bien-être. Dès leur naissance, leur vie était calculée comme une ressource stratégique. L'éducation, le comportement et finalement, le mariage étaient conçus pour servir un but plus grand qu'elles-mêmes. Ce système fonctionnait parce qu'il était enveloppé de rituels, de traditions et de silence. Il ne se présentait pas comme de la cruauté, mais comme de l'ordre, non comme un sacrifice, mais comme un devoir. Et c'est précisément là que résidait sa force la plus dangereuse, dans la capacité de transformer l'annulation d'une personne en un acte considéré comme nécessaire à la grandeur d'un empire. Dans cet engrenage est née Fatma Sultan. Et bien que son histoire semble exceptionnelle par les détails que nous connaissons, elle était en réalité le reflet d'une norme soigneusement protégée de l'examen. Pour la comprendre, nous devons maintenant nous pencher sur ses premières années, lorsqu'il était encore possible de confondre l'avenir avec l'espoir. Fatma Sultan est venue au monde entourée d'une sérénité qui cachait des décisions déjà prises. Elle est née entre des murs où la connaissance côtoyait la surveillance, où les jardins parfumés et les bibliothèques n'étaient pas des symboles de liberté, mais de raffinement contrôlé. Dès son plus jeune âge, sa vie a été marquée par une discipline impeccable. Non pas une discipline visible, mais une plus profonde, tissée dans des horaires stricts, des regards attentifs et des silences prolongés. Elle a grandi parmi des érudits, des manuscrits en arabe et en persan, et des maîtres qui reconnaissaient en elle une intelligence peu commune. Elle a appris l'histoire, le droit, la calligraphie et l'astronomie. Elle a maîtrisé plusieurs langues, avec une facilité qui inquiétait même ceux qui l'instruisaient. Ses questions étaient précises, sa mémoire aiguë. Elle observait le ciel nocturne avec une curiosité qui semblait inoffensive, mais qui en réalité allumait une alarme silencieuse. Dans le monde qui l'entourait, la curiosité n'était pas une vertu souhaitable pour une princesse. Les chroniqueurs la décrivaient comme disciplinée et réfléchie, ses tuteurs comme exceptionnelle. Mais ces qualités n'étaient jamais destinées à s'épanouir. Elles étaient plutôt des ornements d'une cage dorée, car dès l'instant de sa naissance, son avenir avait été rédigé dans des documents qu'elle ne verrait jamais. Sa vie ne lui appartenait pas. Elle était un élément de plus dans l'équilibre du pouvoir. Tandis que d'autres femmes du harem pouvaient aspirer, du moins en théorie, à altérer leur destin par la faveur ou la ruse, les princesses étaient exclues de ce jeu. Elles ne pouvaient ni monter ni descendre. Leur fonction était de rester disponibles, intactes, prêtes à être livrées lorsque la politique l'exigerait. Le sang impérial ne leur conférait pas de choix, mais une obligation perpétuelle. Dans le monde moderne, nous avons tendance à associer l'éducation à l'émancipation. Nous croyons que la connaissance ouvre des portes, que l'intelligence offre des issues. Pour Fatma, c'est l'inverse qui s'est produit. Chaque leçon, chaque réussite académique l'éloignait davantage de la possibilité de décider par elle-même. Elle en savait trop pour ignorer son destin, mais pas assez pour le changer. Avec le temps, l'idée du mariage a cessé d'être une notion distante et a commencé à prendre une forme concrète. On n'en parlait pas à voix haute, mais c'était présent dans chaque correction, dans chaque avertissement subtil. On lui apprenait à écouter plus qu'à parler,
à incliner la tête au moment exact, à accepter sans poser de questions. La préparation n'était pas explicite, mais elle était constante. Lorsque la décision fut finalement prise, il n'y eut ni annonce solennelle, ni consultation. Le nom de l'homme choisi arriva comme arrivent les ordres dans les empires, sans explication. Un commandant endurci par de lointaines campagnes, plus âgé qu'elle, dont l'union promettait stabilité et récompense politique. Pour lui, le mariage signifiait une proximité avec le pouvoir. Pour Fatma, cela signifiait la confirmation que sa vie avait été, depuis le début, un instrument. 3 mois avant la cérémonie publique, commença la phase que personne ne décrivait avec des mots clairs. On l'appelait éducation sacrée, mais elle n'avait rien d'un enseignement. C'était le début d'un processus conçu pour effacer toute trace de résistance intérieure. Et Fatma, encore adolescente, fut conduite vers ce seuil sans possibilité de retour. Le processus commença sans annonce formelle, comme si le silence lui-même faisait partie de la méthode. On dit à Fatma qu'elle entrait dans une phase de préparation réservée uniquement aux filles de la lignée impériale. Il ne s'agissait pas d'apprendre, mais d'être transformée. Chaque jour, avant l'aube, elle était conduite dans une chambre connue sous le nom de salle de la mariée, un espace recouvert de tapis persans et de panneaux de bois sombre où la lumière semblait arriver affaiblie, filtrée, incapable d'affirmer quoi que ce soit avec clarté. Rien là n'avait une fonction ornementale. Chaque objet avait une signification précise. Chaque angle était pensé pour rappeler un seul message, le but. Sous la supervision d'une femme âgée, vétéran d'innombrables préparatifs similaires, Fatma commença à répéter une série de rituels qui, au début, semblaient inoffensifs. Des manières spécifiques de s'incliner, d'avancer, de s'arrêter. 18 variations de révérence, chacune associée à une situation distincte. Aucune improvisation n'était permise. Le corps devait apprendre à répondre avant que l'esprit n'ait le temps de questionner. Au fil des jours, même marcher cessa d'être un acte naturel. Les pas étaient mesurés avec précision, la tête devait être maintenue inclinée à un angle exact, les mains ne jamais s'élever au-delà du cœur. Chaque correction était immédiate, chaque erreur, un signe que l'ancien moi n'avait pas encore été complètement remplacé. Ainsi, mouvement après mouvement, le souvenir de qui elle avait été commença à se diluer. Mais le contrôle du corps n'était que le début. Bientôt, le langage devint le terrain le plus sévèrement réglementé. Le vocabulaire de Fatma fut réduit à un ensemble limité de mots approuvés, expressions de gratitude, d'acceptation et d'excuses. Rien qui puisse suggérer le doute, le désir ou une pensée propre. Toute déviation, aussi minime soit-elle, était corrigée par des mesures conçues pour renforcer l'obéissance par l'isolement et l'exposition publique. À intervalles réguliers, elle était présentée devant un conseil féminin qui évaluait ses progrès. Là, son comportement était observé avec une attention presque comptable. L'obéissance était mesurée comme une monnaie, quelque chose qui pouvait être accumulé ou perdu. Parfois, la présence de figures proches ajoutait une pression supplémentaire impossible à décrire. Le message était clair. Il n'existait aucun refuge émotionnel au sein de ce système. Au-delà des routines visibles, il y avait des pratiques qui se déroulaient à l'abri des regards, dans des espaces souterrains du palais. Des répliques exactes de chambres nuptiales avaient été construites avec une fidélité troublante. Là, Fatma devait répéter des gestes et des réponses devant des figures inertes qui représentaient un avenir imposé. Chaque réaction était observée, chaque signe d'inconfort enregistré dans des codes que seuls les instructeurs comprenaient. Petit à petit, la jeune femme qui avait débattu avec des érudits et contemplé les étoiles commença à se retirer en elle-même. La curiosité qu'il avait autrefois définie fut remplacée par une prudence constante. Elle apprit à surveiller ses propres pensées, à anticiper les corrections avant qu'elles n'arrivent. En termes modernes, nous pourrions appeler cela de l'auto-observation forcée. Dans ce contexte, c'était simplement de la discipline. La préparation ne cherchait pas à la renforcer, elle cherchait à la vider, à en faire un récipient docile, capable de remplir une fonction sans résistance visible. Et à mesure que les jours avançaient, il devint clair que le processus ne s'arrêterait pas avant d'y être parvenu complètement. Au fil des semaines, la préparation acquit un rythme implacable. Il ne s'agissait plus seulement de répéter des gestes ou de mesurer des mots, mais de tester la résistance intérieure de la jeune princesse.
Chaque signe de fatigue était interprété comme une faille par laquelle la volonté propre pouvait encore s'infiltrer. Et ces failles devaient être colmatées. L'obéissance n'était pas supposée. Elle était vérifiée maintes et maintes fois. Fatma commença à expérimenter une forme d'épuisement qui ne provenait pas uniquement du corps. C'était une lassitude plus profonde, silencieuse, qui naissait de l'impossibilité d'échapper, même en pensée. Les périodes d'isolement alternaient avec des moments d'exposition publique soigneusement calculés. Certains jours, le silence absolu s'imposait comme règle. D'autres, elle devait exécuter des tâches serviles sous le regard de toute la cour féminine. Le contraste n'était pas accidentel. Il servait à briser toute sensation de stabilité. L'un des rituels les plus humiliants consistait à servir les femmes favorisées par le sultan, non pas comme un geste de courtoisie, mais comme une leçon. Coiffer des cheveux, ajuster des vêtements, offrir des aliments avec des mains tremblantes. Tout était conçu pour transmettre une hiérarchie inquestionnable. Le message était clair et répété sans mots. Même ceux qui ne partageaient pas son sang étaient au-dessus d'elle dans l'ordre établi. Des témoignages ultérieurs rapportent que, pendant ces tâches, Fatma luttait pour contenir ses larmes. Non par rébellion ouverte, mais par l'accumulation d'une honte qui ne trouvait pas d'issue. La cour observait en silence, sans intervenir. L'absence de réaction collective faisait partie de la punition. Quand personne ne proteste, l'isolement devient absolu. À mesure que la date du mariage approchait, le régime s'intensifia. Fatma fut transférée dans un pavillon isolé, à l'écart du tumulte du palais. Là, chaque détail de son existence était réglementé. Les repas suivaient un plan strict, composé d'aliments sélectionnés non seulement pour leurs valeurs nutritives, mais pour leurs effets calmants. Les ablutions quotidiennes étaient effectuées sous surveillance, accompagnées d'arômes soigneusement choisis pour induire une sensation de docilité. Les murs du pavillon étaient couverts d'images représentant l'idéal de l'épouse parfaite, silencieuse, soumise, récompensée par des promesses spirituelles pour son dévouement. Des miroirs placés stratégiquement obligèrent Fatma à s'observer constamment, comme si son propre regard était devenu une extension du contrôle externe. Il n'y avait pas de refuge, pas même dans l'intimité. Dans cet isolement commença une pratique connue sous le nom de muraqaba. Conçue à l'origine comme un exercice de réflexion intérieure, elle fut transformée au sein du palais en un outil distinct. On attendait de la princesse qu'elle examine chaque pensée, chaque émotion, se corrigeant avant qu'une quelconque forme de résistance ne puisse émerger. Le contrôle ne venait plus seulement de l'extérieur, il avait été intériorisé. Fatma comprit alors que la préparation avait atteint son objectif. Son corps avait appris à obéir. Sa voix s'était réduite à l'essentiel, et son esprit, surveillé sans relâche, ne trouvait plus d'espace sûr. Le jour de la cérémonie approchait, et avec lui, la clôture définitive d'un processus qui avait commencé bien avant qu'elle ne puisse le comprendre. L'aube du jour désigné arriva, enveloppée d'un tumulte qui semblait étranger à la réalité d'une seule personne. Istanbul se réveilla comme si elle célébrait une victoire. Les rues se remplirent de processions, d'arômes et de chants. Dans le palais, les salons se parèrent d'or et de tissus brillants, et les invités avançaient entre rires et toasts. Pour la ville, c'était un spectacle digne de la grandeur impériale. Pour Fatma, c'était la confirmation que son histoire individuelle avait été absorbée par une cérémonie qui n'admettait aucune faille. Les chroniqueurs de la cour décrivirent ce jour avec enthousiasme. Ils parlèrent de musique venue de terres lointaines, de danses raffinées et de banquets interminables. Cependant, dans les registres médicaux apparaît une autre narration. Fatma restait silencieuse, le regard perdu, les lèvres sèches et le corps tendu. Ses mains tremblaient sans raison apparente. Le manque d'appétit et la respiration irrégulière étaient observés avec une attention clinique comme des indicateurs d'un processus considéré comme normal dans les circonstances. Lorsque la célébration publique atteignit son apogée et que les invités se retirèrent, commença la partie qui n'était jamais mentionnée dans les récits officiels. Fatma fut conduite à un pavillon caché au milieu des jardins, construit selon des plans anciens, chargés de symbolisme. L'architecture ne recherchait pas le confort. Chaque niveau, chaque couloir, était pensé pour guider la princesse à travers une séquence inévitable.
Ce n'était pas un parcours physique, mais psychologique. Le premier espace était destiné à la purification. Là, de longs rituels se succédèrent sans hâte, comme si le temps lui-même avait été suspendu. Des arômes intenses emplissaient l'air, et des onguents soigneusement préparés étaient appliqués avec des mouvements précis. Tout visait à induire un calme artificiel, une sensation de détachement qui faciliterait l'étape suivante. Au niveau suivant, la présentation, Fatma fut vêtue d'une tenue éblouissante aux yeux extérieurs. Soie claire entrelacée de fils dorés, ornements qui reflétaient la lumière des torches. Mais sous cette apparence de splendeur se cachait une structure rigide, pensée pour limiter le mouvement et rappeler constamment le poids du rôle qu'elle devait incarner. Le vêtement n'était pas un cadeau, c'était un outil. Pendant ce temps, dans un autre secteur du complexe, son futur époux recevait des instructions très différentes. Entouré de conseillers et de vétérans de guerre, on lui parlait non pas d'union ou de cohabitation, mais d'autorité. Le langage était celui du contrôle, de l'imposition, de la certitude qu'il ne devait y avoir aucun doute dans l'exercice de sa position. L'union avait été conçue comme une extension du pouvoir, non comme une rencontre entre deux volontés. Finalement, vint le moment de l'ascension vers le dernier espace, un lieu chargé d'images, évoquant des conquêtes passées, des cités soumises et des victoires célébrées. Le parallèle était évident. La cérémonie privée répliquait en miniature la logique de l'Empire, avancer, dominer, sceller. Dans cet environnement, Fatma cessa d'être une personne pour devenir un symbole vivant, une garantie silencieuse d'un accord politique. Quand les portes se refermèrent, la musique et les voix restèrent derrière. Ce qui suivit ne fut pas enregistré avec des mots clairs, mais avec des euphémismes et des silences prolongés. Les rapports ultérieurs parlèrent d'une rupture intérieure, d'un effondrement que les médecins de l'époque ne purent comprendre entièrement. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de cette nuit, quelque chose d'essentiel fut perdu. Dans les jours suivants, Fatma parlait à peine. Sa présence était physique, mais son regard semblait ancré dans un lieu distant. Les symptômes que nous identifierions aujourd'hui comme un traumatisme profond furent alors décrits comme une mélancolie inévitable. Des remèdes connus furent tentés, prières, musique, exercices spirituels. Rien ne ramena la jeune femme qui avait existé avant la cérémonie. La vie continua selon les normes du palais. Il y eut des apparitions publiques, des enfants, des rituels accomplis sans variation. Mais derrière cette surface ordonnée, régnait un silence dense. Fatma vécut de nombreuses années encore, transformée en une figure ornementale, privée de la voix qu'elle avait eue autrefois. Son destin ne fut pas une exception, mais un schéma soigneusement dissimulé sous la narration de la grandeur impériale. En comprenant cela, il est impossible de ne pas se demander combien d'histoires similaires restent enterrées dans des archives closes et des mémoires sélectives. Car le véritable héritage de ces systèmes ne se mesure pas toujours en territoires conquis, mais en vies qui furent consumées au nom de l'ordre. Au fil des ans, l'existence de Fatma Sultan se transforma en une succession de gestes prévisibles. Elle participait aux cérémonies, s'acquittait des obligations attendues d'elle et occupait la place qui lui avait été assignée sans s'en écarter un instant. De l'extérieur, sa vie semblait stable, voire respectable. De l'intérieur, c'était un paysage immobile, sans horizon. Les livres qui avaient autrefois éveillé son enthousiasme restèrent fermés. Les instruments qu'elle avait utilisés pour étudier le monde accumulèrent la poussière. Le silence devint sa langue principale. Les médecins de la cour enregistrèrent de son état avec des termes qui sonnent aujourd'hui lointains. Ils parlèrent d'une tristesse persistante, d'une fragilité nerveuse qu'ils attribuaient à la nature des jeunes femmes, soumises à de grands changements. Il n'y avait aucune intention de remettre en question le système. Le malaise individuel était interprété comme un effet secondaire acceptable d'un ordre supérieur. La machinerie de l'Empire ne s'arrêtait pas pour examiner le coût humain de ces rituels. Son mariage continua de manière fonctionnelle. Il y eut une descendance et des apparitions publiques soigneusement chorégraphiées. Mais l'intimité, telle que nous la concevons aujourd'hui, n'eut jamais de place pour exister. La relation devint mécanique, marquée par la distance et le respect formel. Certains récits ultérieurs suggèrent que même son époux chercha refuge dans des campagnes lointaines et des habitudes qui lui permettaient d'éviter le poids de ce qui s'était passé.
non pas comme un acte de rédemption, mais comme une forme d'évasion. Fatma vécut près de 3 décennies après ce jour qui scella son destin. Quand elle mourut finalement, la cause officielle fut brève et peu spécifique. Cela se produisit de manière troublante à la date qui coïncidait avec l'anniversaire de son mariage. Pour ceux qui connaissaient les couloirs du palais et la logique de ces silences, cela ne fut pas interprété comme une simple coïncidence, mais comme la clôture d'un cercle qu'il ne lui fut jamais permis d'ouvrir. Avec le temps, les archives du palais révélèrent que son histoire n'était pas unique. D'autres princesses connurent des destins similaires, certaines marquées par un mutisme permanent, d'autres disparaissant des registres officiels, comme si elles n'avaient jamais existé. Le système qui régulait chaque aspect de la vie impériale était également expert dans l'effacement de ce qui était inconfortable à se souvenir. Les noms s'estompaient, les faits s'adoucissaient, le silence faisait le reste. Cependant, même dans cet environnement, il y a eu des gestes de résistance. Des lettres chiffrées entre sœurs, des pétitions formelles qui défiaient les normes, des tentatives désespérées de récupérer une minimale autonomie personnelle. Ce furent des exceptions rares, presque invisibles, mais suffisantes pour démontrer que l'annulation ne fut jamais complète. Il restait toujours un résidu de volonté, même si le prix de la manifester était élevé. L'histoire de Fatma Sultan oblige à reconsidérer l'image idéalisée des cours impériales. Derrière le luxe et la cérémonie existait un réseau de pratiques destinées à préserver le pouvoir à tout prix. Et ce coup retombait, fréquemment, sur ceux qui avaient le moins de chances de s'y opposer. Aujourd'hui, quand nous parlons de droit et d'autonomie, nous avons tendance à penser que ces réalités appartiennent à un passé lointain. Mais les structures qui transforment les personnes en instruments n'ont pas complètement disparu. Elles n'ont fait que changer de forme. Comprendre ces histoires n'est pas un exercice de morbidité, mais une invitation à reconnaître comment le pouvoir absolu, à toute époque, tend à consommer d'abord les plus proches. Au fil des siècles, le récit officiel de l'Empire préféra se souvenir des triomphes, des coupoles dorées et des campagnes victorieuses. Les vies comme celle de Fatma Sultan furent reléguées à des notes marginales, enveloppées dans des formules ambiguës et des silences opportuns. Les archives parlaient de mariages honorables et d'alliances réussies, mais s'arrêtaient rarement sur le prix humain qu'exigeaient ces accords. La mémoire institutionnelle apprit à regarder ailleurs. Lorsque des documents oubliés commencèrent à refaire surface bien plus tard, ils révélèrent des schémas troublants. Il ne s'agissait pas d'une erreur isolée ni d'un excès ponctuel, mais d'un mécanisme répété avec précision. Les princesses étaient éduquées pour disparaître dans leurs fonctions. Lorsqu'une d'entre elles montrait des signes de rupture, le langage administratif intervenait pour tout adoucir. La tragédie devenait faiblesse, le traumatisme, mélancolie, la perte d'identité, devoir accompli. Même ainsi, parmi ces pages grises apparaissent des éclairs d'humanité, des références voilées à des femmes qui tentèrent de réécrire leur destin, à des sœurs qui communiquaient par des symboles cachés dans des broderies ou des mots apparemment innocents. Des histoires de pétitions présentées au sultan avec un courage qui frôlait le désespoir. La plupart n'aboutirent pas, mais leur simple existence démontre que même dans les systèmes les plus fermés, la résistance ne disparaît jamais complètement. L'histoire de Fatma ne nous interpelle pas seulement par ce qui s'est passé dans un palais du XVIIe siècle. Elle nous oblige à regarder attentivement comment les structures absolues justifient l'annulation de l'individu au nom d'un bien supérieur. Les noms changent, les scénarios changent, mais la logique persiste. Là où le pouvoir n'admet pas de limites, les personnes se transforment en pièces remplaçables. C'est peut-être pourquoi ces histoires continuent de nous gêner. Non pas parce qu'elles appartiennent à un passé exotique et distant, mais parce qu'elles reflètent des dynamiques que nous reconnaissons encore. La pression du devoir, la normalisation du silence, l'idée que certains sacrifices sont inévitables. Fatma Sultan ne fut pas seulement une princesse ottomane. Elle fut le visage de nombreuses vies que l'histoire préféra ne pas écouter. Se souvenir d'elle n'est pas un acte de jugement, mais de mémoire. C'est permettre à une voix qui fut réduite au silence de trouver
du moins maintenant, un espace pour être comprise. Et c'est aussi une question ouverte pour celui qui écoute. Combien d'histoires similaires restent cachées, attendant d'être racontées? Si ce récit perdure en vous, c'est qu'il touche une vérité qui transcende les époques et les frontières. La grandeur des empires fut construite autant sur des monuments visibles que sur des sacrifices invisibles. Et ce n'est qu'en reconnaissant les deux que nous pouvons comprendre, vraiment, le passé que nous héritons.